Oui, je vais vous parler des femmes puissantes en Afrique. Il faut dire que il y avait une salle Afrique qui clôturait l'exposition de Nantes de l'année dernière. Et lorsque le conseil d'administration m'a confié ce sujet, je me suis dit, qu'est-ce que je vais trouver sur les femmes puissantes en Afrique? Qu'est-ce que je vais dire? J'ai commencé par chercher quelque chose qui est un petit peu hors sujet, mais dont je vais quand même parler en faisant une petite dérive. Il s'agit j'ai pensé aux sociétés matrilinéaires. Je me suis dit oui, il y a peut-être un pouvoir des femmes là par le biais de la transmission matrilinéaire. C'est elles qui transmettent l'héritage, les titres, les droits, etc. Peut-être. Et vous le savez, dans une société matrilinéaire, les enfants font partie du groupe de la mère. C'est-à-dire que c'est la famille de la mère qui a son mot à dire dans l'éducation des enfants, et ce n'est pas le père et sa famille. En Occident, il est clair que c'est un homme et une femme qui engendrent les enfants, mais dans un certain nombre d'endroits, notamment dans les sociétés matrilinéaires, c'est la mère qui est la génitrice, le père, il nourrit l'enfant, mais c'est tout. Alors, en explorant un peu plus l'histoire des sociétés matrilinéaires, je me suis rendu compte que ce n'était pas propre à l'Afrique, la transmission matrilinéaire. Ça existe dans le monde entier, en Amérique du Nord, du Sud, en Asie. Une anthropologue spécialisée de ce domaine-là estime à 7% les sociétés matrilinéaires dans le monde. Si on veut regarder un exemple simple, c'est que la judaïté se transmet uniquement par la mère. Et puis, j'ai trouvé cet exemple, ce miroir, chez les Celtes, donc on remonte il y a longtemps, la pratique du forestage confiait l'adolescent aux frères de la mère. L'éducation de l'adolescent se faisait aux frères de la mère. Voilà. Alors, y avait-il un pouvoir aux femmes dans les sociétés matrilinéaires ? Pour ce qui concerne l'Afrique, Catherine Kokry-Widrowicz, qui est une historienne de haut vol, spécialiste de l'Afrique, considère qu'il n'y avait pas de pouvoir aux femmes dans les sociétés matrilinéaires, sauf dans quelques chefferies traditionnelles, sauf dans quelques cas qui valent la peine d'être cités. D'abord, il y a les femmes chefs sans hommes dans l'histoire ancienne, mais là, c'est le cœur de mon propos. Ce sont des reine Njinga, reine Amina, reine Ndateyala, on va y revenir. Mais il y avait ailleurs, dans des royautés plus petites, des chefferies, si vous voulez, des femmes qui exerçaient, on a vu, notamment en Sierra Leone, mais pas seulement, des femmes qui exerçaient le rôle de chef. Par exemple, Madame Yoko, alors j'aurais pu vous montrer sa photo parce qu'elle était charmante. Elle était l'épouse d'un chef de l'Ouest. Elle devait être très charmante puisqu'il était son troisième époux. Elle était première épouse de ce chef puissant. Elle a joué un rôle actif pendant 30 ans. Jouant à la fois de son charme et de son intelligence et de ses compétences en diplomatie. Et elle s'est alliée avec des voisins, elle a réuni une grande confédération, elle s'est alliée au besoin avec les Britanniques pour régner jusqu'à sa mort au bout de 30 ans. C'est un exemple, ça. Et puis dans les chefferies traditionnelles, il y a un pouvoir aux femmes, c'est-à-dire aux mères des chefs. Être mère de chef, c'est un statut extrêmement important parce qu'on considère qu'elle possède savoir et sagesse sur des questions comme la coutume, le droit, la généalogie et la politique. Et c'est un personnage important parce que c'est de son ventre qu'est né le chef. C'est donc une position qui lui donne un certain prestige. Je vais entrer dans le sujet lui-même, les reines emblématiques de l'histoire. Alors, il y a 3 princesses qui étaient vraisemblablement associées tôt aux assemblées dirigeantes, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'elles aient pu accéder à ces positions-là sans avoir été de bonne heure intégrées, et on ne peut pas non plus imaginer qu'il y ait une petite fille de temps en temps intégrée aux assemblées dirigeantes. Donc,
il y avait sans doute plusieurs enfants de familles princières qui constituaient un petit groupe de filles qui étaient investies comme ça de possibilités de faire comme les garçons. Alors, Njinga était reine d'Angola au XVIIe siècle. Il y avait Amina de Zaria qui était reine Aoussa au XVIe siècle. Et puis Yenega au Burkina Faso, dont on ne situe pas très bien la période, parce qu'on sait qu'elle a été fondatrice de l'Empire Mossi, mais on ne sait pas très bien quand l'Empire Mossi commence, entre le XIe et le XIVe siècle, il n'est pas très bien situé. Je vais commencer par Njinga. Njinga, vous voyez cette photo qui est assez étonnante parce qu'on voit quelqu'un qui porte des attributs très occidentaux, mais elle était très futée, Njinga. À la mort de son père, c'est son frère qui prend le pouvoir. Son frère pour qui elle n'a pas beaucoup d'estime. Il faut dire qu'elle est redoutablement intelligente et puis d'une ambition démesurée. Alors au début, elle est ambassadrice de son frère, notamment avec le nouveau vice-roi du Portugal qui se trouve à Luanda, et il l'envoie pour une ambassade de plusieurs mois. Et je vais vous décrire un petit épisode qui la caractérise bien. C'est qu'elle arrive avec toute une cour, elle arrive majestueuse avec toute une cour de suivants, et elle entre dans la salle où le vice-roi la reçoit. Alors tout ça est très connu parce qu'il y a une historienne américaine qui a fait une thèse sur Njinga. Ça a donné lieu ensuite à l'écriture d'un livre. Vous pourrez venir le feuilleter si vous voulez. Extrêmement documenté. Donc elle entre avec sa suite dans cette salle du vice-roi et instantanément elle voit qu'il n'y a qu'un siège. J'ouvre une parenthèse. Ça va vous rappeler ce qui est advenu il n'y a pas longtemps à la présidente de la Commission européenne. Je ferme la parenthèse. Il n'y a qu'un siège. Et il y a 2 coussins par terre en face du siège. Évidemment, elle comprend que le vice-roi n'a pas l'intention de lui offrir ce siège-là, et elle fait signe à une de ses suivantes qui vient lui servir de siège, c'est-à-dire qui, en appui sur ses mains et sur ses genoux, va lui servir de siège. Et elle va donc parler avec le vice-roi, à hauteur d'homme, en face à face, et il a tout de suite compris à qui il avait affaire. Voilà. Alors, elle est un stratège redoutable. D'ailleurs, elle prend la suite de son frère. Elle prend la suite de son frère en 1624. D'aucuns la soupçonnent d'avoir hâté cette fin de son frère parce qu'elle le trouvait un petit peu lent et pas très intelligent. Et elle-même est une stratège redoutable. C'était une femme guerrière, elle prenait part au combat. C'est-à-dire qu'elle était au milieu des soldats. Elle faisait partie des entraînements avec eux, des entraînements militaires. Elle a opposé une résistance terrible aux Portugais et a tout fait contre l'envahisseur pour l'empêcher d'avancer. Elle a essayé de toutes ses forces de préserver son territoire pendant 40 ans. Elle n'y a pas tout à fait réussi parce que les Portugais réussissaient à avancer, ils passaient des alliances avec certains chefs, et puis des alliances se renversaient, alors le territoire avançait, reculait, se bougeait un petit peu, et elle-même essayait de reculer son territoire vers l'est en négociant avec d'autres chefferies qui étaient là. Et elle a été terrible. Elle s'est alliée à un moment avec la secte des Ibangala, qui étaient des gens terribles, qui étaient un groupe terrible, aux pratiques extrêmement spéciales, qui pratiquaient notamment le cannibalisme. Elle l'a pratiqué avec eux parce qu'elle avait besoin qu'ils viennent renforcer ses troupes à un moment où elle était en difficulté. Et l'histoire coloniale, c'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire, hein, vous le savez. L'histoire coloniale va décrire sa barbarie, son cannibalisme, son dévergondage, ses pratiques sanguinaires, etc. Mais elle a laissé une trace très très forte et indélébile. Pourquoi indélébile ? Parce que son héritage est resté très important. Tout d'abord en Angola, où après une période d'oubli, depuis la République angolaise, elle est une égérie, elle est l'idole de la nation, elle est la mère du pays, et elle est au centre du récit national.
Et puis d'Angola, des millions d'Africains ont été déportés vers le Nouveau Monde et ont emporté. L'Angola, c'était une colonie portugaise, donc c'est vers le Brésil que sont allés les esclaves déportés. Et ils ont emporté leur langue, leur culture, leurs pratiques, leurs traditions. Et le personnage de Njinga reste très fortement ancré dans cette culture et on la retrouve dans les carnavals du Nord-Est, on la retrouve dans les écoles de samba de Rio de Janeiro et dans les écoles de capoeira. Dans les écoles de capoeira, j'ai un petit-fils, moi, qui a pratiqué, qui avait 10 ans, hein, qui a pratiqué la capoeira à un moment, et à qui j'ai demandé par curiosité, est-ce que ça te dit quelque chose, le mot Njinga? Il m'a dit, ah ben oui, Njinga, c'est le début du combat, c'est l'interjection pour débuter un combat. Et ça vient d'elle, voilà. Et puis au niveau mondial, c'est l'UNESCO qui la célèbre, qui a célébré son 350e l'anniversaire de le 350e anniversaire de sa mort en 2013 et qui a inscrit son nom parmi les femmes puissantes de l'Afrique. Voilà, je pense que c'est un nom qu'il fallait que vous connaissiez et maintenant vous n'oublierez pas Njinga. Alors il y a une bande dessinée de l'UNESCO qui raconte son histoire. Malheureusement, je l'ai moi en anglais, mais on peut la trouver en français, j'imagine. Et il y a même une écrivaine et dessinatrice de bande dessinée française, Pénélope Bagieux, qui dans son livre sur les culottés parle de Njinga. Elle décrit Njinga. Voilà, Njinga, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, je vais vous parler de Amina de Zaria. Amina, le pays Haoussa, c'est au nord du Nigeria. Et Amina est issue d'une riche famille. Elle a succédé elle aussi à son à son frère, après son père. Et c'était une fille qui était très, très bravage, très courageuse, et qui avait un appétit et en tout cas une compétence dans les arts militaires et qui est devenue un grand chef militaire. Et elle a introduit, dans ce pays qui connaissait la métallurgie, elle a introduit la cotte de maille et le casque de fer. Alors tout à l'heure, quelqu'un me demandait si elle avait copié ou pas. J'en sais rien. On ne sait pas. Peut-être qu'elle a initié, qu'elle a été copiée, ou peut-être l'inverse. Je ne sais pas. Toujours est-il que son armée était équipée plus que les autres armées d'Afrique. C'était une femme ambitieuse. Son objectif était d'étendre le pays Haoussa le plus possible. Et elle a étendu au maximum de la superficie qu'il a jamais eue. Ses exploits sont connus par la chronique de Kano. Et son royaume était particulièrement prospère grâce au commerce transsaharien qui était développé. Alors, on lui attribue l'architecture, on lui attribue d'avoir organisé une architecture de terre autour des villes, et qui est restée, qui se trouve encore, paraît-il, présente autour d'un certain nombre de villes et de villages de Nigeria, et qui ont gardé son nom. On parle de Ganuwar Amina, c'est-à-dire les murs d'Amina, ce sont des murs d'enceinte. Et sa statue est à Lagos, avec une lance à la main, au milieu de la ville. Voilà, donc ça c'est Amina. Et puis la troisième, alors l'histoire, c'est un personnage légendaire d'Afrique de l'Ouest, mais qui est avéré, dont l'existence est avérée parce que l'UNESCO a fait toute une campagne depuis maintenant une quinzaine d'années, tout comme l'Union africaine, pour, à partir de l'histoire orale, par des recoupements, pouvoir avérer l'histoire qui est racontée. C'est pour ça que je vous disais qu'elle, on ne sait pas très bien si c'est entre le 15e et le 15e siècle, mais c'est une femme guerrière qui symbolise la liberté. Elle était l'enfant unique du roi de Gambada, c'est au nord du Ghana, et qui ne pouvait pas lui refuser quelque chose. Et donc, elle l'accompagnait partout. Elle est devenue comme ça une guerrière expérimentée et même un chef de guerre précieux, si précieux que malgré la grande beauté, vous savez, dans les légendes,
les filles sont toujours très très belles. Malgré la grande beauté de Yenega, elle ne trouvait pas de parti, son père les refusait tous. Donc un jour, s'est-elle perdue, s'est-elle enfuie, on ne saura jamais, mais elle est partie. Et elle a rencontré un jeune chasseur d'éléphants qui était un solitaire, et de leur union est né Ouedraogo, et ça c'est un fait qui est avéré, fondateur de la dynastie du royaume des Mogos qui rassemble les peuples Mossi. Et donc c'est là que le début des Mossi, on ne le situe pas très bien, mais toujours est-il que c'est Ouedraogo qui a fondé. Alors c'est Ouedraogo qui a fondé ce peuple, parce que je vais vous raconter quand même une petite anecdote, c'est que Yenega est resté avec son compagnon, Rialé. Pendant quelques années, ils ont vécu seuls. Et puis, à un moment, leur fils, Ouedraogo, est devenu adolescent et elle l'a envoyé voir son père, le vieux roi, qui était tout surpris d'avoir un petit-fils et tout content, tout heureux d'avoir un petit-fils, l'a reçu en grande pompe et au bout de quelque temps l'a laissé repartir chez ses parents, mais accompagné de toute une cour et de toute une suite. Et c'est là qu'a été fondé l'Empire Mossi. Voilà pour nos reines emblématiques. Moi, je me suis arrêtée à ces 3 exemples, mais sur le site de l'UNESCO, vous en trouverez d'autres parce qu'il est très documenté. Alors, le deuxième chapitre que je vais vous développer, ce sont les résistantes à la colonisation. Et il y en a qui étaient de sacrées courageuses. Alors, on va commencer par, au Niger, Saraounia Mangou, et je vous parlerai de la colonne Voulé-Chanoine. Est-ce que quelqu'un connaît la colonne Voulé-Chanoine ? En dehors de Jacques. Ensuite, au Swaziland, je dirai un mot rapide sur la Botsenim Nuli. En Éthiopie, je vous parlerai de l'impératrice Taïtou Betoul, qui était un personnage extraordinaire. Et moi, j'étais surprise en les découvrant d'avoir jamais entendu parler de ces noms-là. Et ce sont des femmes qui ont joué des rôles majeurs. Au Sénégal, et moi je suis d'origine sénégalaise, j'avais jamais entendu parler de Ndaté Yala Mbodj. Et puis les minots du Dahomey, encore appelés les Amazones, là on en a plus souvent entendu parler. Alors, Saraounia. Saraounia, c'est pas un prénom, c'est un mot qui veut dire reine, et puis qui veut dire un peu sorcière aussi. Vous savez bien que dès qu'une femme est encombrante, facilement on la cataloguait de sorcière, ce qui permettait de la faire disparaître en fumée. Et elle est du pays Haoussa, elle était reine de Lougou, au sud-ouest du Niger actuel, et elle est célèbre pour 2 raisons. Parce qu'elle a résisté, elle était reine de son peuple, elle a résisté d'une part aux tentatives de l'empire du Sokoto d'islamiser son peuple, Lougou, et puis parce qu'elle a résisté à l'avancée de la colonne militaire Voulé-Chanoine en 1899. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous dire un mot de la colonne Voulé-Chanoine parce que c'est quand même une histoire incroyable. Alors, Paul Voulé et Julien Chanoine étaient des capitaines de l'armée française. Quelques années auparavant, en 1996, ils avaient conquis le Burkina Faso, ils avaient fait des relevés géographiques, géologiques qui avaient été très appréciés, et donc ils avaient eu des rapports élogieux. Et puis en 1898, le ministère des colonies était préoccupé par le fait d'atteindre le lac Tchad. Il fallait absolument atteindre le lac Tchad avant les autres pays. Et donc, il y avait trois colonnes qui devaient se rencontrer au bord du lac Tchad. La colonne Voulé-Chanoine qui partait du Sénégal. Vous voyez, le Sénégal, c'est l'ouest de l'Afrique. Le Tchad, on est aux 3/4 de l'Afrique. Si j'avais une grande carte, ce serait mieux, mais on est aux 3/4 de l'Afrique. Donc une colonne est partie du Sénégal, une colonne est partie d'Algérie, et la 3e colonne est partie d'un pays qui s'appelait Lubangui-Chari, et qui est au niveau de l'équateur en gros, et qui s'appelle maintenant le Centrafrique.
La colonne Voulez-Chanoine était mal préparée et très rapidement, elle a commencé à commettre des exactions tout le long de son passage. Des exactions qui étaient effroyables, à tel point que c'était des vols, des incendies, des viols, des tueries, des massacres. C'était affreux. Et un des sergents de ce groupe-là, la colonne était partie avec des tirailleurs dits sénégalais et puis des porteurs. Et il fallait nourrir tout ce monde-là, ils n'avaient pas les moyens, donc ils rançonnaient tout le monde. Et un des sergents du groupe militaire est renvoyé à un moment par un des capitaines. Et effondré, profondément perturbé par tout ce qu'il a vu, il écrit à sa fiancée pour lui raconter. La lettre atterrit sur le bureau du ministère des colonies, qui est effaré. Parce que le but, c'est de passer des contrats avec les chefs locaux, c'est pas de les assassiner. Et donc le ministère des colonies décide d'envoyer le colonel Klob, Arsène Klob, qui se trouve à Tombouctou, donc on est au Mali, de l'envoyer. Il fait une course, il fait pas une course, mais ils font vers les deux capitaines à 2000 km à travers le désert pour les rattraper, et puis, il doit les mettre aux arrêts. Il lui est demandé de les mettre aux arrêts. Il arrive là, ma digression est longue, mais il arrive là, il envoie un émissaire annoncer son arrivée, et quand il arrive en grande tenue, c'est le 14 juillet, il a mis toutes ses décorations, il arrive, il n'a pas le temps d'ouvrir la bouche, qu'il est fusillé par les deux capitaines. Et donc là, il semble qu'ils perdent la raison, puisqu'ils décident qu'ils ne sont plus français, qu'ils vont créer, ils disent à leurs troupes là, qu'ils ne sont plus français, qu'ils vont créer un empire africain. Et à ce moment-là, leurs tirailleurs commencent à se rendre compte qu'ils ont perdu la raison. Et l'un est tué le 16 juillet et l'autre le 17 juillet. Voilà. Et donc c'est cette colonne infernale qui a fait connaître Saraounia Mangou, puisque c'est le seul chef qui n'a pas été anéanti par la colonne Voulez-Chanoine, mais qui au contraire lui a largement résisté à tuer, blesser et détourner la troupe. Voilà comment elle est devenue célèbre. Alors, deuxième résistante à la colonisation, là on va être au Swaziland. La Botseni Mduli, elle est l'épouse d'un roi et elle sera régente, et puis ensuite elle sera elle-même, elle est reine-mère, comme je vous l'ai dit, la mère du roi, puis elle sera régente, et elle a vraiment défendu les droits des Swazis contre les Boers et les Britanniques. Et puis surtout, elle a scolarisé filles et garçons, et on est au XIXe siècle là. Voilà pour ce qui la concerne. Je vais vous parler des Mino. Les Mino, donc qu'on appelle aussi des Amazones, c'est une troupe d'élite de femmes qui a contribué à la puissance des rois du Dahomey dès le XVIIIe et XIXe siècle. Elles étaient admirées dans leur pays, elles étaient terrifiantes et redoutées dans les pays environnants, par les ennemis, et elles ne reculaient jamais devant rien, et quand elles arrivaient, c'était les autres armées qui reculaient. Elles étaient, depuis l'adolescence, c'était une entrée en religion. Elles étaient élevées à l'écart des autres, isolées dans des palais. Elles avaient un entraînement permanent, des chorégraphies militaires, et alors elles étaient réparties en différentes unités. Il y avait les fusilières, il y avait les archères, il y avait les faucheuses, qui avaient un immense rasoir, il y avait les artilleuses, et il y avait les chasseresses, qui étaient le commando d'élite. Elles avaient leurs uniformes, leurs drapeaux, leurs chants, et leurs danses de combat, le crâne rasé, j'ai passé leur photo ? Un bonnet avec un crocodile bleu dessus, enfin c'était leur uniforme, et elles étaient extrêmement redoutées. Elles ont remporté de nombreuses batailles au XVIIIe, au XIXe siècle contre les royaumes alentours, n'est-ce pas ? Elles étaient terrifiantes, et à la fin du XIXe siècle, c'était une armée de 4000 guerrières qui surpassait en audace et en détermination les troupes masculines.
Et elles ont existé jusqu'aux guerres qu'ils ont opposées aux Français. Leur contingent a disparu en 1892, lorsque le roi Béhanzin, le dernier roi du Dahomey, a été battu par la pénétration coloniale française. Donc ça, les Amazones du Dahomey, elles sont davantage connues. Alors, notre résistante, quatrième résistante, c'est l'impératrice Taytu Betul d'Éthiopie. Alors elle était la fille d'une famille riche du nord du pays. Elle s'est mariée avec un puissant chef du sud du pays, qui est devenu ensuite l'empereur Ménélique II. Et elle était d'une intelligence exceptionnelle, cette jeune femme, très diplomate, et elle a empêché l'Italie de coloniser l'Éthiopie. Elle était assez catégorique pour défendre tout ce qui concernait le territoire éthiopien. Son mari était un peu plus diplomate, un peu plus prêt à la concession, mais elle était intransigeante, elle. Et lorsque il s'est avéré que la diplomatie a dû céder la place à la guerre, eh bien, elle était à la tête de son propre bataillon et a contribué à la victoire de Makallé. Un peu plus tard, elle a été très importante dans la victoire d'Adwa en 96, et avec son époux, ils ont défait l'armée italienne, ce qui est je crois une première et peut-être le seul cas d'une armée qui a réussi à se défaire de l'agression coloniale. Et c'est un nom, moi, que je n'avais jamais entendu. Et puis, au nord-ouest du Sénégal, Ndaté Yalam Bodj, elle fut la dernière grande reine du Waalo. Elle a été couronnée reine en 1846. Elle a pris la suite de sa sœur, qui elle-même avait succédé à leur père. Et dès elle devait être assez vindicative, parce que dès qu'elle a été couronnée, elle s'en est prise aux autorités françaises en réclamant le passage des troupeaux, en faisant prévaloir ses droits sur le territoire du Waalo, sur le royaume du Waalo, et en exigeant le passage vers Saint-Louis, dont elle voulait pouvoir avoir l'accès. Elle était affirmée, déterminée. Plus que les autres rois du Waalo, elle est devenue l'interlocutrice principale des Français. Et elle leur tenait tête, elle a pillé, enfin bref, elle était... J'imagine qu'au ministère des colonies, on devait se dire, celle-là, elle nous empoisonne. Toujours est-il que ce qui devait arriver arriva, et que en 1854, le gouverneur Faidherbe, est arrivé comme administrateur au Sénégal, a organisé une expédition l'année suivante de 15 000 hommes qui étaient armés de fusils que les guerriers du Waalo n'avaient pas. Et aux dignitaires du royaume, Ndaté Yala a fait cette confession pathétique. « Aujourd'hui, nous sommes envahis par les conquérants. Notre armée est en déroute. Les tiédos du Waalo, si vaillants soient-ils, sont presque tous tombés sous les balles de l'ennemi. L'envahisseur est plus fort que nous, je le sais. Mais devrions-nous abandonner le Waalo aux mains des étrangers ? Elle prend la tête d'une grande armée, elle affronte les troupes françaises, elle est battue, et elle mourra 2 ans après dans le désespoir. Voilà pour ce qui est des femmes guerrières. Donc je vous ai parlé des reines emblématiques on dirait du 14e, 15e du 15e, 16e et 17e siècle. Et puis après, au 19e, des résistantes, de quelques résistantes à la colonisation. Il y en a d'autres, hein, mais là j'ai choisi celles qui avaient vraiment... Parce que je trouvais ça assez emblématique de quelque chose qui était les armes à la main avec les guerriers. Parce que c'est quand même pas une image dont on a l'habitude, dans ces siècles-là, on n'a pas l'habitude d'associer les femmes aux troupes. Voilà. Et puis, alors d'autres femmes puissantes, m'a-t-il semblé, ce sont des commerçantes. Alors, les signares du Sénégal. Je vais vous parler ensuite des Nanabens du Togo, c'est un nom, vous allez voir pourquoi, de la pratique de la tontine et puis des fintechs.
Les Signards du Sénégal. Les Signards du Sénégal, c'est toute une histoire et j'ai 2 livres à vous proposer sur ce sujet-là, à vous montrer, qui sont bien documentés, qui sont des thèses aussi. Hein. Au XVIIe siècle, on est donc avant la colonisation. La colonisation, c'est le XIXe. Hein. Au XVIIe, les Français installent 3 comptoirs au Sénégal, à Saint-Louis, Gorée, Rufisque. Dakar viendra un peu plus tard. Et la Compagnie du Sénégal vendait dans ses comptoirs des tissus, de la verroterie, des barres de fer, et en échange achetait de l'ivoire, de l'or, de l'huile de palme, de la gomme, et puis progressivement des esclaves. Et ce commerce a fait la prospérité de nombreuses villes dans le monde, mais notamment des 3 comptoirs au Sénégal, mais aussi des Signards. Alors, qui étaient les Signards ? Il faut savoir que les Européens des comptoirs, qui avaient travaillé dans ces comptoirs, étaient soit des employés des compagnies, soit des commerçants venus pour leur propre compte, soit des militaires. Et malgré les interdictions des compagnies, qu'ils soient mariés ou qu'ils soient célibataires, ils s'établirent avec les plus attrayantes habitantes des comptoirs. Et ainsi se répandit le mariage à la mode du pays. C'est le titre de ce... Désolée. C'est le titre de ce livre-là, À la mode du pays. C'est une thèse d'histoire du droit. C'était une union à la fois officielle et transitoire. Elle était officielle pourquoi ? Parce qu'il y avait une demande faite à la famille en bonne et due forme, avec acceptation, avec défilé dans l'île, fêtes, tambours, joie, etc. Et puis tout le monde savait dans l'île que ce couple-là s'était installé. C'est une union qui était officiellement annoncée et connue de tous. Elle était officielle, mais elle était aussi transitoire, puisque le mari, entre guillemets, alors le mari entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas tout le temps de prêtres, là, à Saint-Louis notamment, ou à Gorée d'ailleurs, il n'y avait pas tout le temps de prêtres. Quand il n'y en avait pas, ou bien quand c'était une domination, quand le comptoir a été repris par les Anglais, parce que les Anglais, les Français se disputaient ces îles, il n'y avait pas de prêtres. Donc à ce moment-là, on s'en passait. Et donc l'habitude s'est installée comme ça. Il s'en suivait une famille stable jusqu'au départ annoncé du mari. Donc tout le monde pleurait. Et puis, quelque temps après, une autre union pouvait être célébrée. Voilà. Et alors, ces Signards sont devenus des commerçantes redoutables parce que dans ces compagnies, il y avait une habitude et une pratique du passe-droit permanente. Et donc, elles ont obtenu les passe-droits pour elles-mêmes et elles ont commercé pour elles-mêmes. Elles avaient des captifs, des esclaves, mais qu'elles gardaient tout au long de leur vie et qu'elles louaient pour les travaux. Il y avait toute une période de traite qui durait pendant la période des hautes eaux du Sénégal, c'est-à-dire qui dure 3 ou 4 mois, c'est-à-dire que les bateaux, toute une flottille de bateaux partait pour aller chercher les objets ou les personnes à acheter et redevenaient à Saint-Louis 4 mois plus tard. Et donc, ces bateaux avaient besoin de cuisinières, de lingères, d'hommes d'entretien, de marins, etc., qui étaient les captifs des Signards. Et donc, les salaires étaient versés aux Signards. Elles vivaient très dans le luxe, comme ça. Elles étaient attachées, ces personnes-là étaient appelées des captifs de case. Elles ne les vendaient pas au commerce transatlantique, sauf en punition de méfaits graves. Et ils restaient en général toute leur vie à leur service. Et puis l'abolition de l'esclavage en 1848 a ruiné ces personnes. Donc les Signards ont disparu. D'autres commerçantes, les Nanabens du Togo. Alors pourquoi ce nom de Nanabens ? Les nanas étaient des marchandes de tissus qui sont rapidement devenues de riches commerçantes de tissus. Et en tant que riches personnes du Togo, eh bien, il fallait manifester sa puissance et sa richesse par la possession de Mercedes-Benz, d'où le nom de Nanabens. Voilà, qui traduisait la réussite, oui.
Alors au départ, ce sont des tissus du Ghana qui ont été importés. En fait, c'est du tissu que les Hollandais avaient fabriqué pour l'Indonésie. Et puis en Indonésie, ces tissus-là n'ont pas plu. Et ils ont essayé de les écouler au Ghana. Et au Ghana, ça a été le succès complet. Donc elles ont acheté du tissu au Ghana, elles les ont importés au Togo et elles ont commercialisé les modèles de wax hollandais auprès des maisons de négoce françaises ou britanniques du Togo. Et là, il y a 10 à 15 grossistes historiques qui avaient l'exclusivité de ce commerce. Et puis ensuite, en dessous, des demi-grossistes qui se partageaient la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et puis ensuite, dans les marchés, des détaillantes. Et puis une nuée de petites revendeuses qui, elles, ne participaient pas à la richesse de la pyramide. Et cela a duré depuis les années 50 jusqu'à l'accord de l'OMC de 2000. En 2000, l'accord de l'OMC a permis à la Chine de contrefaire le wax, et le wax contrefait a été vendu 10 à 20 fois moins cher au Togo, et les Togolais ont acheté le wax qui était moins cher, même s'il était beaucoup de moins bonne qualité. Néanmoins, la Hollande a continué à fabriquer du wax, a continué à s'adresser à ses grossistes, à préparer avec elle les nouveaux motifs des années suivantes, parce que le tissu wax, qu'on appelle le tissu africain, vous avez déjà dû voir ce tissu puissamment coloré, chacun des motifs signifie quelque chose. Et donc, quand les femmes portent ces pagnes, ces camisoles, elles portent quelque chose, elles portent un message, elles portent des messages différents, si vous voulez. Et donc, régulièrement, de nouveaux motifs sont préparés. Et malgré donc ce wax contrefait, les Nana Benz ont gardé leur pouvoir et leur puissance parce qu'elles ont eu le temps d'envoyer leurs filles faire des études de commerce international en Amérique et en Europe, et donc la richesse se perpétue tout à fait. Donc je vais vous parler d'autre chose maintenant, c'est la tontine. La tontine, c'est une pratique que vous connaissez peut-être, qui est très répandue en Afrique et partout où sont les Africaines, parce que c'est une pratique propre aux femmes, c'est la banque des femmes. Elle est répandue aussi bien en ville qu'à la campagne, et dans les pays d'émigration d'ailleurs. Alors c'est une association d'épargne rotative. C'est un système d'entraide qui est basé sur la confiance à travers des liens forts qui soient de parenté, de voisinage, de partage d'un même travail. C'est vraiment, la notion du lien est très forte, surtout dans ces populations de culture africaine. Et ça remplace le microcrédit de fait. Les femmes se réunissent et mettent en commun une épargne. Elles abondent chaque mois d'un montant qui a été fixé, et une trésorière tient la comptabilité. Alors, un tirage au sort est effectué chaque mois. Il y a en général une trentaine de femmes dans ces groupes. Une des femmes remporte la mise et les bénéficiaires du pot commun. Comme il n'y a pas de remise, eh bien, c'est pas parce qu'elle aura remporté le pot commun une fois qu'elle va être dispensée de participer aux autres fois. Et elle le fait de bonne volonté. Et donc, on ne peut pas refuser de payer. C'est impossible, ça. Et c'est vraiment un système qui permet à certaines d'organiser leur mariage, d'acheter une boutique ou bien d'acheter un premier contingent de matériel pour mettre dans la boutique, ou bien de payer les études de leurs enfants. Enfin, ça permet d'avoir une grosse somme de temps en temps. Et ce développement de l'entrepreneuriat féminin la nécessité de le financer n'a pas échappé bien autant aux gouvernants de ces pays d'Afrique qu'au niveau international. On va en reparler un peu plus tard. Alors, les fintech, ces tontines se sont numérisées, c'est-à-dire que il y a 80% de la population qui n'a pas accès, qui n'intéresse pas les banques. On a vu se développer, j'ai repris des conversations, là, l'une qui dit « j'ai pu acheter des kilos de céréales et j'espère bientôt agrandir mon magasin ».
Une autre qui dit: un jour, en voyant ma mère et ses tontines, j'ai pensé à faire la même chose sur un réseau social. Et quelques années plus tard, elle remportait un prix et un accompagnement professionnel pour pouvoir atteindre son objectif, aller jusque dans les pays limitrophes et puis également atteindre les diasporas de France et d'Espagne. Voilà, ça ce sont les tontines numériques qu'on a vu se développer récemment. Et puis au Kenya a explosé la pratique des prêts sur mobile. C'est-à-dire que on peut voir une mama, une mama boga comme ils appellent, qui part de très bonne heure le matin au marché de gros, qui va acheter ses légumes et ses fruits, qui va ensuite se rendre au marché où elle va vendre tout ça toute la journée, et le soir même, elle aura remboursé l'emprunt qu'elle a fait le matin et grâce aux prêts sur mobile. Et donc ces prêts sur mobile, il y a l'application M-Pesa qui a explosé entre 2006 et 2019, et puis il y a d'autres applications qui s'appellent Talam, Chouari, Okash, Jumeau, et le taux de remboursement est supérieur à 90%. Mais ça, c'est pas une surprise, parce que déjà, le microcrédit, on le savait depuis les années 80, est extrêmement remboursé par les gens très pauvres qui ont accès. Voilà. Et puis le programme AFAWA. Alors le programme AFAWA, c'est l'acronyme qui se dit en français Action positive pour les financements en faveur des femmes d'Afrique. C'est pourquoi je vous disais que ce dynamisme des femmes d'Afrique, il n'échappait plus maintenant aux dirigeants des autres pays que ceux d'Afrique, parce que le taux d'emploi des femmes en Afrique subsaharienne est le plus fort du monde. Et c'est l'OIT qui le dit, l'Organisation internationale du travail, et que les Africaines sont les championnes du monde de l'entrepreneuriat. Mais ça, on n'est pas surpris, parce que les emplois salariés sont d'abord proposés aux hommes, donc il faut bien qu'elles trouvent les moyens et qu'elles relèvent leur propre manche dans l'entrepreneuriat. Alors ce programme AFAWA, c'est une initiative qui remonte à 2016 de la Banque africaine de développement pour permettre aux femmes d'accéder au secteur bancaire. Parce que la tontine, c'est bien, mais ça reste relativement réduit comme volume. Et en 2019, le G7 de Biarritz avait décidé de renforcer ce programme AFAWA de façon à ce qu'au total, 5 milliards de financements puissent être affectés pendant les 5 ans à venir aux femmes d'Afrique, avec une assistance technique pour leur permettre de monter des dossiers qui puissent fournir des plans de travail crédibles et que les banques puissent suivre. Et un point d'étape devait être fait par l'ONU Femmes en juin 2020, mais vous savez ce qui s'est passé en 2020. Il n'y a pas eu d'ONU Femmes en 2020, il n'y a pas eu de G7 en 2020, et je ne sais pas personnellement où en est ce programme. Ce que je sais, c'est que les difficultés en Afrique avec cette importance du secteur informel sont majeures, et que la Covid, au-delà des malades et des morts, aura fait des dégâts majeurs au plan économique. Alors, je vais finir sur cette image-là. Je ne sais plus qui m'a transmis cette image-là il y a très peu de temps, parce qu'elle correspond bien à cette succession me semble-t-il, de sujets dont on a parlé. C'est que la scolarisation des filles, c'est certainement leur avenir, parce qu'elles vont pouvoir monter des plans, se sortir de nombreuses difficultés. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup, et puis je souhaite vos questions.